Europe 1, 8h35, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, Bonjour. bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, ça patine un peu. Et pourtant, non, je vous jure, j'ai vérifié, j'ai pas pris la pile de journaux de la semaine dernière, mais écoutez les titres. Ça donne La Croix, loi travail, ce que la crise révèle. Les Échos, grève, la SNCF désormais au cœur du conflit. L'Opinion, loi travail, le pari risqué des réformistes. Alors bien sûr, il y a Sud-Ouest et François Hollande. Le projet de loi ne sera pas retiré. Et du coup, Le Figaro, Hollande, signe d'échec pour tenter d'enrayer la crise. Et Libération, loi El Khomri, par ici la sortie de la crise. Eh ben, on espère. Les conflits sociaux. Oui, alors tout le monde veut y croire quand même. Il y a même on échafaude des scénarios, histoire d'aider François Hollande. Philippe Martinez a trouvé la porte de sortie. Elle existe, nous dit Libération. Encore faut-il vouloir l'ouvrir. Alors il y a une commission pour contrôler les accords d'entreprise. Il y aurait un petit geste sur les heures supplémentaires. Mais Le Figaro est beaucoup plus soupçonneux et subodore de nouveaux cadeaux catégoriels. Seulement, il y a urgence. L'Opinion s'inquiète de l'ambiance. Et pas seulement parce qu'Emmanuel Macron doit affronter des militants CGT. En fait, nous dit Stéphane Grand, les sorties des ministres sont de plus en plus périlleuses. Pour Myriam, lâche un conseiller élyséen, il faut 2 escadrons de CRS ou de gendarmes mobiles. Ça devient très compliqué. Cela dépend de qui va au contact, observe un autre, mais mieux vaut le faire sans trop klaxonner. Donc les ministres se déplacent, mais ils font en sorte que ça ne se sache pas. Et puis, il y a ceux qui se cachent carrément ou qui se déplacent très très loin. C'est Ségolène Royal, entre un voyage officiel en Turquie et une tournée en Afrique, a envoyé son ministre de tutelle Alain Vidalis pour gérer les blocages des raffineries. Et elle n'est pas la seule. Les poids lourds du gouvernement cultivent la discrétion. Comme il pleut des cordes sur nous, admet une ministre proche de Manuel Valls, certains n'ont peut-être pas envie de se mouiller plus que de raison. Alors tout à l'heure, Brice Hortefeux s'inquiétait de savoir ce qu'était devenu Emmanuel Macron. Vous avez la réponse. Ah oui, lui on le voit et on ne peut pas le rater. Et ce matin d'ailleurs, c'est Aujourd'hui en France qui ne le rate pas, puisque la une c'est présidentielle, un costard trop grand pour lui. Homme providentiel lancé au galop vers la présidentielle ou sous-marin du candidat Hollande, se demande le journal. Jean-Marie Pontali parle de cette assurance de premier de la classe qui frise l'arrogance, de cette prétention à réinventer la politique en utilisant de vieilles recettes. Emmanuel Macron serait un homme pressé, mais aussi pressé par ses soutiens, et notamment ses soutiens financiers qui veulent être sûrs que leurs dons n'iront pas finalement sauver François Hollande. Du coup, le journal nous apprend que ces fonds qu'il est censé avoir levés ont fondu comme neige au soleil. 400 000 € dépensés en dîner avec des gros donateurs. Alors il y a les fameux 12 millions levés auprès de banquiers à Londres. En fait, cette information n'était qu'un coup marketing initié à l'insu d'Emmanuel Macron et qui aurait mal tourné. Mais s'il ne sort pas du bois très vite, estime un donateur, alors tout cela n'aura été qu'une blague. Bon, on aura pu au moins admirer la qualité des costumes. My Taylor is rich, comme on dit. Oui, parce que ça, justement, on ne sait pas où se fournit Emmanuel Macron, mais Le Figaro nous annonce une révolution à Savile Row, la rue mythique des tailleurs anglais. Alors bien sûr, les temps changent, les jeunes gens ne sont plus amenés là par leur père dans une sorte de rite initiatique pour se faire tailler leur premier costume sur mesure. Des 300 tailleurs de la rue, il y a un siècle et demi, il ne reste qu'une quarantaine. Et là, pour la première fois, il y a une femme. Catherine Sargent vient de prendre la tête d'Anderson & Shepard. Alors sa philosophie, faire pour le client quelque chose de si beau qu'il n'ait jamais envie d'aller ailleurs. Et puis il y a cette idée que l'élégance doit s'extraire des modes éphémères. Un costard, c'est pour la vie. Rien à voir avec un engouement passager pour le produit marketing du moment, même quand il est dicté par les sondages. On termine avec Cosette. Oui, le magazine Cosette, dans son combat pour la féminité, nous donne un cours de savoir-vivre. L'art de bien insulter. Oui, non, parce que c'est un art. Par exemple, c'est un art qui varie selon les latitudes. Si les latins préfèrent les injures à connotation sexuelle, au Japon, c'est sur l'esthétique qu'on tique, nous dit Cosette. Ta mère n'a pas le nombril bien fait, ulcère le nippon, figurez-vous. Et puis, insulter sans être un gros plouc, c'est éviter les insultes sexistes, homophobes, racistes. Du coup, il vaut mieux opter pour l'indémodable raclure de bidet, c'est plus chic. Alors, les cours de récréation aussi, nous dit Cosette, sont assez inventives, avec à côté de narvalo ou saltrimar, des choses comme ton daron vendeur à la sauvette, c'est mignon. Bon, et sinon, il y a l'insulte pédante qui est pas mal. Ovocéphale, crâne d'œuf, pseudopige,
faux cul. C'est quand même beaucoup plus élégant que casse-toi pauvre con, on est d'accord. Puis sinon, on peut essayer aussi le achète-toi un costard espèce de pauvre, ça revient à la mode. C'est quoi votre juron préféré, vous? Damned. Oh. Si, je vous jure, j'adore. Et By Jove, mais c'est parce que je lisais Black et Mortimer. Je vous trouve un peu pseudo-pige là, sur ce coup-là. C'est pas vraiment la vérité. La revue de presse de Natacha Polony qui revient demain à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.